Donc pour cette troisième table ronde, on va parler de la place de l'animal dans l'écosystème urbain et surtout du rôle du vétérinaire en tant que gardien des équilibres de cet écosystème. Donc avant de commencer, c'est important qu'on redéfinisse ensemble ce que c'est exactement un écosystème et parmi tous les écosystèmes, l'écosystème urbain en particulier. Parce qu'en fait, on le sait, donc, depuis la révolution industrielle, il y a eu l'augmentation de la population, l'augmentation de la taille des villes. Tout ça, ça a privé les animaux d'un espace qui leur était à la base naturellement dédié. Et ça a profondément modifié les différents environnements et donc les écosystèmes. Alors, un écosystème, déjà, ça se caractérise par l'ensemble des populations qui sont en interaction dans un milieu de vie donné. En ville, les hommes en sont du coup le centre, ou du moins les organisateurs, et puis autour d'eux, on va retrouver les autres espèces vivantes qui gravitent, les plantes, évidemment, et puis surtout les animaux, et parmi les animaux, on va pouvoir distinguer les animaux de compagnie et les animaux qu'on va dire libres. Alors, il existe un principe qui s'appelle le principe de Gause, qui proclame que dans un environnement stable, si deux espèces utilisent le même type de ressources, alors elles ne peuvent pas continuer à coexister parce que l'espèce la plus apte est amenée à éliminer l'autre. Donc ça voudrait dire quand même qu'en théorie, l'écosystème urbain, c'est un endroit qui pourrait sembler hostile à la présence des animaux par la présence massive de l'homme. Et comme je vous disais, l'urbanisation, ça a représenté une modification qui a été assez radicale, qui a été très rapide de l'environnement. Et donc face à ça, les animaux n'avaient pas 15 000 solutions. Soit ils devaient partir dans les campagnes, soit, s'ils voulaient rester, il fallait qu'ils s'adaptent et du coup qu'ils fassent l'objet de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Alors il y a beaucoup d'animaux qui ont trouvé un intérêt à rester dans les villes, déjà parce que généralement c'est un endroit où il fait plus chaud qu'en ville. On y retrouve des habitations et des transports qui peuvent constituer des abris lumineux. On y retrouve des déchets à manger, on y retrouve des gens qui nourrissent les chats et les pigeons. Et puis, généralement, les villes, ça s'organise autour d'un plan d'eau. Donc, tout ça fait que ça reste un endroit qui est intéressant pour la plupart des animaux. Donc, en gros, si je reprends, l'écosystème urbain, c'est un endroit qui pourrait sembler, certes, pas très accueillant pour la plupart des animaux, mais ça peut sembler aussi très confortable et surtout, ça leur permet de répondre à tous leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire manger, se protéger et se reproduire. Donc, c'est difficile de parler de sélection naturelle sans aborder ce qu'aurait dit le célèbre naturaliste Darwin. Je ne vais pas vous le citer parce que j'aurais trop peur de vous perdre, mais c'est vrai que face à cette situation, il dirait que, en gros, quand on place un animal ou une plante dans un pays nouveau avec des nouveaux compétiteurs, cet être vivant doit s'adapter de façon essentielle, même si le climat n'a pas changé. Alors, chaque espèce a sa propre stratégie pour s'adapter. En milieu urbain, ce qu'on a constaté généralement, c'est que la stratégie la plus utilisée en termes d'adaptation, c'est ce qu'on appelle la coévolution. Ça veut dire que les êtres humains ont évolué avec les espèces qui les entourent, qu'elles ont eu des influences réciproques et que ça aboutit au vivre ensemble qu'on connaît aujourd'hui. Et que tout ça, ça forme un équilibre. L'équilibre, c'est une notion qui est super importante quand on parle d'écosystème. Ce qu'on recherche, c'est l'équilibre. Sauf que les perturbations de cet équilibre, elles sont non seulement incessantes, mais en plus elles sont inévitables. On peut parler de perturbations au niveau de l'environnement, avec par exemple les perturbations climatiques, mais il peut aussi y avoir des perturbations au niveau des populations. Je pense qu'on sera amené à en reparler un peu plus tard. Par exemple, dans le cas où on introduit une espèce qui n'est pas parfaitement adaptée à l'écosystème dans lequel on le place. En écologie, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge. Ça veut dire que pour une espèce donnée, qui vit dans un écosystème donné, la composante la plus importante de l'environnement est représentée par les autres espèces de son environnement, et donc que tout changement dans une espèce modifie l'environnement de toutes les autres. En gros, pour faire simple, ça veut dire que toutes les espèces dans un écosystème donné doivent en permanence continuer à évoluer, elles doivent en permanence continuer à s'adapter pour rester dans la course, et que ça va être à l'origine de modifications. Ces modifications, elles vont avoir un impact sur le biotope. Par exemple, les ressources peuvent être détruites, l'habitat peut être détruit. Les animaux, de façon générale, peuvent en pâtir si leurs besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Et puis, comme je vous disais, il y a toujours l'humain qui reste au cœur de l'écosystème urbain. Lui aussi peut souffrir de cette situation si les modifications sont à l'origine d'un problème d'hygiène
qui peut lui-même aboutir à un problème de type risque zoonotique ou à un autre problème en santé publique. Donc, au milieu de tout ça, et face à ces problématiques, le vétérinaire a un rôle qui reste essentiel, parce que c'est lui qui va faire l'interface entre les animaux, les êtres humains et l'environnement, et donc du coup, il va être placé par la force des choses au carrefour entre la santé animale, la santé publique et la santé environnementale. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle place les animaux peuvent-ils tenir dans l'écosystème urbain, et surtout, comment le vétérinaire peut-il contribuer à préserver les équilibres de cet écosystème? Et je laisse la parole. Et vous restez avec nous, merci beaucoup. Je reste avec vous. Alors on va laisser la parole peut-être à un sociologue pour commencer, parce qu'il y a toutes les raisons qui expliquent pourquoi les animaux, finalement, certains en tout cas, se trouvent plutôt pas mal dans un secteur urbain. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de chasseurs. C'est aussi une des raisons, j'imagine. Côté homme humain, quelles sont les représentations qu'on se fait, Sébastien Gardon, de l'animal en ville? En d'autres termes, soit pourquoi on l'y a laissé, soit pourquoi on l'y amène parfois, on en a besoin, il nous fait du bien, on le subit. Essayez de nous dresser un panorama de tout ça. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon. Oui. Oui, donc le rapport homme-animal en ville, il est assez complexe. Hein, ça vient d'être présenté en introduction et on en parle depuis déjà le début de l'après-midi. C'est un enjeu assez complexe parce que d'une certaine manière, effectivement, l'homme a plus ou moins chassé certains animaux de la ville. Et puis l'homme essaye de faire revenir de temps en temps les animaux, ou en tout cas certains animaux. Et cette présence, elle est complexe parce que les systèmes urbains sont des systèmes beaucoup plus complexes que les systèmes ruraux. Et cette présence de l'animal en ville, elle est à la fois visible pour certains animaux qui sont souhaités, elle est invisible pour des animaux qu'on oublie, qu'on a perdu en tout cas la trace. Et surtout, l'homme va entretenir un rapport finalement assez idéalisé en fait, à la nature, aux animaux. Et puis, d'une certaine manière, ce rapport un peu distancié finalement que l'homme a entretenu à la nature, on le retrouve aujourd'hui dans cette appétence qu'on a par rapport à la faune sauvage, mais qui est une faune sauvage dont on a perdu en quelque sorte la trace. Donc c'est un rapport assez complexe qui s'exprime aujourd'hui dans les villes, dans les projets, dans les aménagements. Et dans cet équilibre à trouver entre finalement ce besoin d'animaux en ville pour plus de bien-être, pour des villes peut-être un peu plus durables, des villes apaisées, et en même temps un équilibre à trouver par rapport aux nuisances de ces animaux et par rapport au rôle que les élus notamment ou les techniciens et les agents des villes peuvent avoir par rapport à cet équilibre entre le rapport entre les hommes et les animaux. En tout cas, ça peut paraître quand même un peu paradoxal, parce que, comme vous le disiez l'une et l'autre, on chasse des animaux, et puis après on en fait revenir pas quelques siècles, hein, voilà, pas tous, ceux qu'on veut, etc. Puis après, il faut se dépatouiller avec tout ça, puisqu'on a beaucoup de populations animales qu'on retrouve en ville. Léa Théraube, avant de revenir sur le travail qu'a effectué la ville de Paris, le travail initié au départ, c'était de savoir, quand on parle d'animaux, quels animaux il y a dans Paris. Exactement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des domestiques, il y a des animaux sauvages, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et dans les animaux sauvages, les Parisiens ont vraiment, enfin les Parisiens, je pense, les urbains, plus globalement, ont vraiment deux visions. Les animaux sauvages qu'ils ont envie de voir, les animaux sauvages qu'ils n'ont pas envie de voir. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez. C'est en fait, on fait revenir la nature en ville, on végétalise la ville. Il y a des animaux qu'on a envie de voir revenir en ville. Le moineau, le déclin du moineau, ça choque tout le monde. En revanche, d'autres espèces animales, on a du mal à les accepter en ville parce qu'elles produisent des nuisances. Et les Parisiens, en l'occurrence, ont du mal à du coup accepter ces animaux et remettre en question la présence de ces animaux en ville. Et ils vous le signifient, hein, c'est-à-dire que tout ça, vous le savez parce que les gens se manifestent. Exactement, il y a des plaintes. Il y a des remontées aux mairies d'arrondissement, des associations de protection animale se manifestent. Donc on a affaire à des situations localisées soit de favoriser l'animal en ville, soit à l'inverse, vouloir voir disparaître certaines espèces animales.
Sur quel grand type de population d'animaux les plaintes reviennent le plus souvent, pardon. Les pigeons, le pigeon ramier pose beaucoup de problèmes, les corneilles noires également, mais c'est périodique, c'est pas toute l'année, et puis bon, forcément on entend que les personnes qui se plaignent et pas forcément ceux qui sont contents de voir des pigeons et des corneilles à Paris, parce qu'il y en a aussi. On a aussi quelques problèmes de chats errants par exemple, mais on n'a pas que des problèmes avec la faune sauvage, on a également des interrogations de propriétaires d'animaux de compagnie qui souhaitent avoir de la place pour leurs animaux de compagnie en ville, parce que on sait avoir un animal de compagnie rend plus heureux, crée du lien social, et on manque de place en ville pour accueillir ces animaux. Oui, parce que paradoxalement également, pour certaines personnes, la ville devient supportable, mais si on a un petit compagnon. Hein. Sénateur Bazin, vous, tout ça vous parle évidemment, puisque non seulement vous êtes président de la toute nouvelle commission du bien-être animal au Sénat, sous-groupe du groupe élevage, oui. Le sous-groupe du groupe élevage. Voilà. Et puis, vous m'avez expliqué également que vous avez été maire, confronté à des problématiques de chats ou de chiens errants, dangereux ou pas. Quel est l'arsenal dont dispose aujourd'hui une commune, un élu, face à des populations désirées ou subies? Il faut distinguer en fonction des populations. Moi, je voulais revenir sur une notion qui a été très rapidement abordée, là, les animaux qu'on veut voir et qu'on ne veut pas voir. Le maire, il est soumis à un autre questionnement aussi, c'est que certaines personnes souhaitent voir certains animaux que d'autres ne veulent pas voir. Donc, de toute façon, la réponse est mauvaise vis-à-vis de la population. Donc, c'est souvent un peu délicat. Sinon, le maire a la police des animaux errants, tout le monde sait ça. Dans mon département, donc... alors que j'étais conseiller général à l'époque, nous avons mis en place une fourrière qui est organisée sur un syndicat intercommunal qui représente l'ensemble, où sont représentés l'ensemble des communes du département. C'est un exploit d'avoir réussi à les faire toutes rentrer dans le syndicat. C'est dire que les maires se sentent concernés quand même par ces problématiques, notamment, principalement pour nous, chiens et chats errants, puisque je leur avais expliqué aussi, je crois que ça a été un argument important, que c'était un service que nous rendons à leur population. Ça permet aux propriétaires d'animaux, qui y sont très attachés, d'avoir une chance supplémentaire de les retrouver. Donc, nous avons mis ça en place il y a maintenant une quinzaine d'années, et cette fourrière fonctionne, je crois, parfaitement bien, et on en est tout à fait satisfait. Et quel est le principe de cette fourrière? Alors, on va chercher... Nous avons un service de recueil et de capture, s'il est sollicité, où les services municipaux peuvent amener directement à la fourrière départementale les animaux errants, donc à la demande, mais uniquement sur la demande, évidemment, du maire ou de ses représentants. Voilà. Ce qui permet donc de faire les recherches pour les restituer, ou si malheureusement ils ne sont pas identifiés, si les gens ont le réflexe de s'adresser à la fourrière, d'avoir une chance supplémentaire de les retrouver. Bien qu'ils devraient être identifiés, mais enfin en tout cas ils ont une chance supplémentaire de le faire. Voilà. Ensuite... il y avait la question des animaux libres, parce que c'est principalement de chats dont il s'agit, en l'occurrence, où la loi de 99 nous a amené une structuration qui permet, donc, dans le cadre d'une convention qui implique le maire, une association et des vétérinaires qui peuvent donc pratiquer l'identification et la stérilisation, de maintenir des populations de chats. En particulier, moi je l'ai vécu dans un quartier dit sensible, en politique de la ville, où la présence des chats est extrêmement forte et où vous avez là ce que j'évoquais tout à l'heure, des habitants qui souhaitent qu'on s'occupe de ces animaux et qu'on les maintienne, et d'autres qui ne veulent pas en subir les nuisances. Donc c'est toujours un équilibre délicat à rechercher puis à entretenir, mais qui reste possible avec des points de faiblesse. D'abord, il faut que la commune s'engage, puisqu'elle reste responsable des animaux dits libres, des chats libres. Il faut qu'il y ait une association, et le problème des associations, c'est que, l'expérience que j'en ai eue en tout cas, c'est que ça marche formidablement bien pendant quelques temps, et puis à la faveur de déplacements de personnes, ou de décès, ou de désengagement du bénévolat, eh bien on se retrouve en grande difficulté parce que l'association n'a plus de substance pour fonctionner. Ça, c'est un sujet. Quant à la ressource vétérinaire, en général, c'est pas de ce côté-là qu'on a des problèmes, et l'accueil de la profession est généralement bon vis-à-vis de ces initiatives. Donc,
il y a des éléments de progrès importants qui ont été enregistrés ces 20 dernières années, je pense, mais toujours un équilibre extrêmement délicat pour satisfaire la population, puisque les aspirations des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Donc il est compliqué, finalement, de légiférer sur ces questions, de trouver des règlements qui puissent faire autorité, bien sûr, mais satisfaire le plus grand nombre. Je ne sais pas si la difficulté est purement législative, je crois qu'elle est plutôt dans la mise en œuvre, après, dans des aspects extrêmement pratiques de disponibilité, d'engagement des uns et des autres. Christian Lecause, en tant que membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable, vous m'aviez dit, nous, notre problématique, et au ministère de la Transition écologique et solidaire, ce sont pas les individus, le chat, pardon, mauvais exemple, la corneille, le chouca, etc. Ce sont les populations animales en ville. Comment résumer les problématiques qui sont liées à cette présence de populations? Et quand on parle de ces populations-là qui vous intéressent, on parle de quoi? Alors, effectivement, vous connaissez peut-être la chanson L'Odyssée de l'espace de Raphaël, où il dit « l'important c'est l'espèce, à mort l'individu ». Alors on ne va pas jusque-là, mais l'important c'est l'espèce pour le ministère de l'Environnement, effectivement. Et toute la base réglementaire qui va être produite visera à la conservation de la nature dans un vocabulaire ancien. Donc c'est à la fois les espèces et les espaces qui vont porter ces espèces. Donc, en faisant un rapide historique, en fait, la préoccupation commence dans les années 30 avec le massacre des Macareux sur ce qui deviendra la réserve des Sept-Îles, la loi de 76 de protection de la nature, la convention CITES de 73 qui aussi vise à les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, la directive oiseaux 79, et à partir de là, une certaine forme d'échec de cette politique où on voit qu'on a besoin de passer à plus que les espèces, mais il va y avoir les espaces, qu'on avait déjà fait sur les espaces protégés, mais à hauteur de quelques pourcents du territoire, ce qui ne répondait pas à la question. La directive Habitat vise un réseau de l'ordre de 15% pour essayer d'endiguer la décroissance des populations, qu'elles soient en milieu rural ou en milieu urbain, mais il ne fait pas de différence. Et en fait, on est en échec face à la 6e extension. On n'a pas de solution aujourd'hui et on ne sait pas comment répondre sur le plan réglementaire. Donc, alors, dans le milieu urbain, il en est un peu différent. On a l'impression d'une augmentation des populations, mais on a l'impression, si on fait une analyse un peu dans le temps, au XIXe siècle, il y avait probablement, on n'a pas les chiffres exacts, mais 2 fois plus de population animale sauvage qu'il n'y en a aujourd'hui dans Paris. Donc voilà, ça a décru et ça remonte aujourd'hui. Et il y a 2 axes pour la réglementation en milieu rural. C'est bien sûr, et les vétérinaires la connaissent mieux que personne, tout ce qui va... la réglementation de la détention d'animaux, qui a été revue avec la loi biodiversité de 2016 et puis l'intercorporation des règlements européens sur les espèces exotiques envahissantes qui a donné l'arrêté du 8 octobre 2018. Et puis le deuxième point, c'est pour quand on a des problèmes, et c'est toujours sous la base de nuisances, parce qu'il y a des espèces qui sont protégées, parce qu'il y a des espèces qui sont maintenant réglées par le règlement européen qui a pris la suite de la convention CITES, on ne peut pas intervenir n'importe comment. Donc il y a une réglementation qui a toujours en arrière-plan, même si elle n'est pas perceptible par le citoyen, qui estime que, voilà, moi je détiens un animal, qu'est-ce que ça change à la biodiversité mondiale? Oui, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc c'est pas l'individu, mais c'est juste le fait qu'on veut, comme ça a été dit par Madame Sisler, bienvenue tout à l'heure, on veut couper les trafics, quoi. Donc le deuxième, c'est la dérogation à la protection stricte des espèces quand il n'y a pas moyen, par des méthodes curatives, parce que les villes vont toujours privilégier les méthodes préventives, pardon, j'ai dit curatives, je veux dire préventives. À ce moment-là, il y a une demande sociale d'intervention sur les populations, qui est un pléonasme, et on en a un deuxième pour ne pas annoncer la mort de l'animal, on va dire qu'on va procéder à des destructions, mais c'est bien des destructions qui peuvent être massives, relativement massives pour ceux qui s'opposent à ces destructions. Pour donner un exemple, un arrêté sur des populations de choucas, il y a des villes dans l'ouest de la France qui sont confrontées à des présences de choucas indésirables par les populations, et ça peut représenter sur des populations qui font plusieurs dizaines de milliers d'individus, des quelques milliers de destructions autorisées sur une période de 2-3 ans, par exemple.
Et dans ce cadre-là, qui procède à ces neutralisations, à ces... Alors, autant dans la réglementation de la détention, le vétérinaire est impliqué, parce que c'est lui qui va être en confrontation avec le possesseur de l'animal pour lui dire, écoutez, vous n'êtes pas vraiment dans les clous là, ou bien pour lui dire, mettez-vous, vous pouvez encore vous mettre dans les clous en procédant à l'identification de l'animal, par exemple, ou bien c'est une espèce qu'il n'a pas le droit de détenir, et il le lui dira. Autant dans la mise en œuvre des dérogations, ça va être souvent les mairies qui vont le faire par leur propre service, ou qui vont avoir recours à des tiers, les lieutenants de louveterie, des chasseurs dans certains cas. Il peut y avoir des battues administratives de sangliers en bordure de ville parce que on a des nuisances jusque dans les jardins liées aux sangliers. Donc ça va être des opérateurs, mais pour le compte du demandeur, qui est souvent la mairie, qui est en première ligne avec les ennuis. On revient à votre problématique à Paris, comme je le disais. Donc des plaintes, on constate qu'il y a des animaux. Finalement, on décide de prendre problème très sérieusement. C'était en 2016-17, c'est ça? Donc dans un premier temps, on va faire un recensement, c'est bien ça? On décide de lancer une grande concertation, en fait, un grand audit, une grande concertation, suite à toutes ces plaintes, ces situations, ces situations problématiques. Au lieu d'avoir une réponse localisée à chaque fois, on se dit il serait temps de mettre en place une politique sur la place de l'animal en ville, parce qu'à Paris c'est un peu plus particulier que dans les autres communes de France. La ville n'a pas compétence, notamment concernant la divagation des animaux. Donc la ville ne s'était jamais vraiment saisie de ce sujet, ou en tout cas partiellement et localement. À Paris, c'est la préfecture. C'est la préfecture qui est compétente concernant la divagation des animaux errants. Et du coup, on décide de lancer cette concertation en début 2017. Ça a duré toute l'année 2017. On a rencontré les associations de protection animale, de préservation de la biodiversité, les acteurs professionnels concernés par les animaux, donc par exemple les circassiens, les parcs zoologiques, les aquariums, les commerces animaliers, les vétérinaires. On a rencontré des vétérinaires, les laboratoires qui sont présents à Paris. Et pour faire, le but c'était vraiment de faire un état des lieux. On n'y connaissait pas grand-chose, donc c'était quelle est la réglementation, que doivent respecter ces acteurs, que font les associations de protection animale et de préservation de la biodiversité à Paris, quelles sont leurs actions, et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui serait amélioré, qu'est-ce qui se passe bien, comment tout cela fonctionne. Et les leviers d'action. Donc à partir de ces réunions et des contributions qui ont été fournies également par les élus de la ville de Paris, on a pu élaborer un rapport avec une stratégie composée de 71 actions. Et donc ce rapport fait d'une part un point sur la réglementation et la situation particulière à Paris concernant la répartition des compétences, également un bilan sur ce que la ville de Paris avait déjà mis en place, et ensuite propose une stratégie de 71 actions. Alors, ça a été des rencontres avec tous les organismes, tous les métiers, toutes les associations en lien avec des animaux, et c'est pas anodin, hein. Il y avait plus de 250 associations, je crois, ce qui veut dire quand même que l'animal touche beaucoup de personnes en ville. Beaucoup d'associations différentes, très petites, très locales, mais on est aussi à Paris, donc on a également les grandes associations qui sont présentes, qui ont souvent leur siège social à Paris, et puis de toute façon qui agissent sur le territoire parisien et qui étaient invités. Donc beaucoup d'acteurs. Oui. Alors, 71 actions, on ne va évidemment pas les évoquer toutes. Vous allez nous parler de l'une ou deux d'entre elles, notamment celles qui sont les plus visibles dans les mois qui arrivent. Et puis un redimensionnement ou une réorganisation de vos services à Paris pour prendre en compte cette place de l'animal. Oui, alors en premier lieu, ce qui s'est vraiment dit, c'est que
pour mettre en place une politique vraiment sur la place de l'animal en ville, il nous fallait revoir comment on était structuré. Du coup, il y a eu cette création vraiment de ce qu'on appelle mission animal en ville, avec des référents animal en ville par direction pour piloter et coordonner toute l'action de la ville sur les animaux, parce que en fait les animaux, c'est pas que l'environnement, c'est pas que la biodiversité, ça touche également à la propreté, ça touche à la santé publique, ça touche enfin d'autres problématiques de voirie, par exemple quand on demande d'installer un espace canin, enfin, ça touche vraiment tous les services d'une municipalité. Du coup, l'intérêt, c'était d'être transversal. C'est très, très, très transversal, l'animal. C'est une des conclusions qu'on peut en retirer, parce que dans vos actions, je peux la dire, celle-là, parce que j'avais dit que je l'évoquerais, c'est par exemple aller jusqu'à imaginer une prise en charge des soins vétérinaires pour des personnes ayant très peu de ressources, ce qui veut bien dire que ça touche aussi au bien-être de l'animal, bien sûr, mais des personnes. Oui, on a toute cette question de... enfin, c'est social, et c'est l'animal social, en fait, avec le fait... Enfin, on a cette action, effectivement, de trouver... Enfin, réfléchir à comment faire pour mettre en place des soins vétérinaires gratuits aux animaux pour les personnes les plus défavorisées. D'autres actions, notamment en lien avec les EHPAD, pour permettre aux résidents des EHPAD de venir avec leurs animaux, ou les personnes qui sont à la rue de pouvoir trouver des places en centre d'hébergement d'urgence avec leurs animaux. Donc c'est vraiment... Alors ces référents dans les services, dans les différents services, propreté, espace vert, peut-être santé, etc., qui sont-ils? Est-ce que vous avez mis ou sollicité des vétérinaires dans chacun de ces services? C'est une question. Alors, on n'a pas de vétérinaire à proprement parler à la ville de Paris. Enfin, on en a une qui travaille à notre direction de la santé, mais c'est plus les référents de l'animal en ville, c'est des personnes qui qui sont le plus à même à traiter les sujets en lien avec les animaux dans leur direction. Donc, par exemple, on a la direction de la protection, de la sécurité et de la prévention qui a une brigade cynophile. Du coup, le référent est le chef de cette brigade cynophile pour... En fait, le but étant de s'assurer du bien-être des chiens qui sont en fait employés par la ville, on peut le dire, c'est des chiens qui appartiennent à la ville. Donc, d'une part, assurer leur bien-être, et également assurer le fait qu'une fois qu'ils sont mis à la retraite, continuer à s'assurer de leur bien-être. Donc voilà, c'est pas vraiment les référents, c'est pas du tout des vétérinaires, c'est des personnes qui sont le plus à même à être en contact avec les animaux dans leur direction. Parmi les actions phares, la sortie d'un guide à venir, qui se veut une Bible, où on va retrouver toutes les ressources possibles quand on se pose une question sur l'animal. Oui, parce que ce qu'on a constaté avec cette mission Animaux en ville, c'est le manque d'informations des Parisiens. Les Parisiens sont globalement, je ne sais pas si c'est que les Parisiens ou pas, mais les Parisiens sont démunis face à certaines situations quand ils trouvent un animal sauvage blessé, un animal errant. Ils ne savent pas quoi faire. En plus, c'est particulier à Paris avec cette répartition des compétences. Donc, ce qu'on a décidé, c'est vraiment, c'est un des axes de la stratégie, c'est développer l'information, la communication, et également la sensibilisation. C'est fortement ressorti, c'est la sensibilisation des Parisiens pour assurer le bien-être des animaux en ville, donc des animaux sauvages, donc apprendre à respecter la nature, mais également le bien-être des animaux domestiques. Donc quand on est propriétaire de chiens, par exemple à Paris, c'est apprendre, être au courant qu'un chien a besoin de rencontrer ses congénères, de sortir, d'être stimulé sur un aspect cognitif. Donc c'est l'organisation de balades canines. Voilà, on veut vraiment donner le plus d'informations possibles aux Parisiens pour essayer de diminuer ces situations compliquées. Marjolaine, je me retourne vers vous quand même, puisque vous avez participé à tous les travaux, ils sont très denses. J'ai envie de poser une question très simple. Et le vétérinaire dans tout ça, en ville, avec ces animaux désirés, non désirés, comment
comment est-ce qu'on peut définir, d'une part, les problématiques, hormis les nuisances que ça peut entraîner, et du coup, la place que ça implique pour le vétérinaire? C'est une question qui est assez compliquée à gérer. Moi, je trouve déjà dans ma pratique au quotidien, on vient souvent me voir pour des animaux errants. Et je crois qu'avec la DDPP, avec la mairie, on se renvoie régulièrement la balle en se disant que c'est le travail de la police municipale de s'occuper des animaux errants. Et souvent, les gens me disent que la police les envoie vers nous. Donc, c'est une question qui est très très compliquée à gérer, ça c'est sûr. Mais je pense que ce serait intéressant, effectivement, d'impliquer plus les vétérinaires dans les municipalités. Je pense vraiment que ce serait intéressant de travailler, certes avec, par exemple, des maîtres chiens, comme vous disiez, mais aussi avec des vétérinaires qui ont tout leur rôle dans ce genre d'administration. D'autant plus que Léa parlait de maître chien, mais aussi de jardinier. Ouais. Et moi, ce qui m'avait étonné quand on en a parlé, c'est effectivement, je me suis dit, tiens, et le vétérinaire, est-ce qu'il prend sa place dans ce travail-là, dans cette organisation? Manifestement, il doit la prendre. Je pense que c'est un axe sur lequel il va falloir qu'on aille prochainement. Oui, effectivement. Je pense que le vétérinaire a tout à fait sa place dans ce genre de prise en charge. Ouais. Alors, je pose la question aux uns et aux autres. Est-ce qu'on peut imaginer, outre le problème économique que ça peut être, enfin, problème, j'aime pas ce mot, la question économique que ça implique, d'avoir systématiquement dans chaque commune ou dans chaque communauté de communes pour les communautés d'agglo petites, un vétérinaire? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est la logique même? Oui, pour moi, c'est un enjeu assez important et ça a tout le sens. Cette question a beaucoup de sens dans la journée d'aujourd'hui où on parle de place des vétérinaires par rapport à la santé globale et on parle d'enjeux professionnels, on parle d'enjeux de formation. On se rend compte que les vétérinaires sont très peu présents dans les collectivités locales ou parfois ils l'étaient, ils ne le sont plus en tout cas. Par exemple, à la ville de Lyon, il n'y a plus de vétérinaires. Et souvent, ce qui est quand même un comble. Ce qui est un comble. Dans certaines villes, on va considérer, par exemple, que le vétérinaire de référence, ça va être le vétérinaire du zoo, en quelque sorte, ça va être la référence. Et là, il y a un travail d'essaimage, d'influence, de mise à disposition, à la fois des vétérinaires, sans doute, qui vont aller vers les collectivités locales, qui vont passer ce type de concours, de mise à disposition. On a très peu, finalement, d'inspecteurs de santé publique vétérinaire aussi, qui vont dans les collectivités locales. Alors souvent, on répond, on met en avant le fait que c'est qui coûtent trop cher peut-être aux collectivités locales, mais pourtant on a des IPEF qui vont dans les collectivités locales et qui sont bien aussi chers aussi que les ISPV. Donc là, il y a vraiment un travail d'essaimage, de présence à investir l'espace urbain comme les vétérinaires l'ont fait historiquement sur le rural. Sur le rural, le vétérinaire, c'est un notable, c'était quelqu'un qui était très très présent historiquement. Dans les villes, sur des systèmes beaucoup plus complexes, il y a un travail d'investissement qui peut se faire à travers la présence dans des commissions d'études, dans des commissions municipales, comme ça a été évoqué. Aussi à travers de l'investissement politique. On en a parlé ce matin. Finalement, il y a assez peu de vétérinaires qui font de la politique, qui se lancent en politique. Dans les villes, historiquement, on a eu beaucoup de médecins qui ont fait un travail assez incroyable. Je reprends encore une fois l'exemple de la ville de Lyon. On a souvent eu des médecins ou comme maire ou comme acteur principal, expert dans des commissions, par exemple travaillant sur les questions d'hygiène ou même d'urbanisme ou de place de l'hôpital en ville. Et on n'a pas pour l'instant dans les espaces urbains l'équivalent pour les vétérinaires. Donc c'est vraiment un enjeu d'investissement, je pense. Mais comment vous analysez ça? Qui doit aller vers qui en fait? C'est aux vétérinaires de dire on est là, on va prendre cette place, ou est-ce qu'il faut aller les chercher, leur dire venez, on a besoin de vous? Je pense que ça va un peu dans les deux sens. Il y a une sorte de présence discrète du vétérinaire. Les vétérinaires exercent principalement maintenant dans les zones urbaines, forcément. Mais on le voit dans les écoles vétérinaires et dans la formation que l'espace public urbain, en tout cas, est peu investi. Je prends l'exemple de l'école vétérinaire de la ville de Lyon, Vétagrosup, qui est située assez loin de la ville. Les étudiants sont issus majoritairement de milieux urbains. Donc, ce n'est plus du tout des étudiants qui viennent des mondes ruraux, mais on a du mal à les pousser vers les questions de la cité, les questions urbaines, les questions politiques. Plus citoyennes, donc. Ouais, c'est très quand même peu politisé. Ce qui est ennuyeux quand on parle de biodiversité ou de santé environnementale. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, je pense, mais qui peut se faire à travers la formation et qui peut se faire aussi à travers une démarche à la fois individuelle et collective. Et la journée d'aujourd'hui y participe, je pense, beaucoup.
Alors Arnaud Bazin, vous êtes 5, hein, si j'ai bien entendu tout à l'heure le député d'Ambreval le dire. Vous êtes 5 au Sénat. Tout à fait. Dont le président quand même, excusez du peu. Bien sûr, c'est vrai. Et un à l'Assemblée nationale, c'est ça. Est-ce que vous pensez, pour aller au-delà de la problématique de l'animal dans l'écosystème urbain, que si vous étiez plus nombreux, vous auriez peut-être encore plus de facilité pour régler certaines problématiques, notamment de l'animal en ville, des populations animales, pour ne parler que de la ville cette fois-ci? Oh, c'est pas dans cet état d'esprit-là qu'on aborde les questions de la nation. On essaie de voir l'état de l'intérêt général en la matière. C'est pas du lobbying. Non, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais il y a quand même la création du sous-groupe d'études autour de la question animale et société, qui est une première, une nouveauté au Sénat, témoigne quand même d'une attente, au-delà de la profession vétérinaire, de mes collègues sénatrices et sénateurs, d'avoir une réflexion commune qui n'était pas mise en œuvre jusque-là. Elle était... pas dire qu'elle était inexistante, elle devait être bricolée au fur et à mesure de l'étude des textes. Bon, enfin, là, on va essayer de structurer un peu les choses et ça me paraît un progrès. Mais je voulais revenir, si vous le permettez, sur ce qui a été dit là, sur la position du vétérinaire en difficulté vis-à-vis de l'institution communale ou de la police qui lui envoie des animaux. Moi, j'ai vécu ça pendant 30 ans, bien évidemment, bien qu'impliqué d'ailleurs dans les affaires municipales. Je pense que ça pose la question de l'amont et de l'aval. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir les représentants locaux, le maire ou dans les grandes communes son adjoint en charge du domaine. De même qu'on s'organise avec l'aval, on essaie de savoir qui peut prendre les animaux sauvages qui nous sont apportés en soins, alors dans différents types de prise en charge. De même, il faut aller voir à l'aval, pour les carnivores domestiques en particulier, à l'amont, pardon, pour bien rappeler à chacun quel est son rôle. Moi, j'ai dû le faire. Alors, évidemment, c'est un travail sans cesse recommencé. Parce que quand vous avez un capitaine de gendarmerie qui a bien compris comment ça marche, au bout de 3 ans, il est muté, ça c'est normal, donc il faut recommencer tout le boulot. C'est un peu un travail sans fin. Cela dit, c'est pas épuisant quand même. Et c'est dans cette notion de réseau, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur d'autres sujets, je pense qu'est notre salut. Parce que quand vous entendez que la ville de Paris emploie un vétérinaire, c'est pas la peine de vous demander combien on pourra en faire employer dans des communes de 15 000 habitants. La question est entendue d'avance. Et puis, est-ce qu'il y a la ressource en face? Je pense que c'est plutôt d'aller chercher dans le réseau des professionnels libéraux, entre autres, principalement, d'aller chercher la ressource et surtout de l'organiser. Et pour ça, il faut se parler, il faut s'entendre avec la commune, avec les services d'urgence, etc. Mais je pense que c'est plutôt dans cette dimension-là qu'on trouve quelques solutions. Alors, dans la dimension santé publique, santé animale, santé publique, on a vu dans les groupes de travail que la présence d'animaux pouvait éventuellement poser des problèmes de santé ou voire des épizooties. Ah, le sénateur va nous quitter quelques instants. C'est protocolaire, hein, je crois. Très bien. Et vous revenez ensuite, si j'ai bien compris. Dans ce cadre-là, de santé publique, le vétérinaire, qui est une sentinelle des 3 santés, est-ce qu'on pourrait imaginer de renforcer les liens pour ceux qui exercent en ville avec, comme ça existe en milieu rural, avec les DDPP ou les DDCSPP? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Qui peut répondre à cette question? Oui, en tout cas, c'est très souhaitable. Il y a quelques années, à l'École nationale des services vétérinaires, on avait fait une étude avec des étudiants sur les relations justement entre vétérinaires urbains et administration, et notamment DDPP. Et les résultats, c'était effectivement de cette étude qu'il y avait assez peu de relations et qu'il y avait vraiment un gros travail à faire de mobilisation de ces acteurs, sachant que les relations naturelles se font avec les vétérinaires ruraux, les vétérinaires, les animaux de rente. Et donc, il y a un travail de mobilisation pour anticiper éventuellement des éventuelles crises, pour pouvoir les mobiliser en période de crise. Et donc, ce travail, il se fait en préparation, en période de paix, on va dire. Et puis, les vétérinaires urbains ont besoin justement d'avoir les bonnes informations aussi pour savoir qui contacter, quels peuvent être les relais du côté de l'administration. Il y a eu des interventions ce matin en ce sens-là. Donc, il y a un travail qui doit être fait des deux côtés. Avec de l'animation de réseau, c'est compliqué. Tout le monde a des contraintes professionnelles, des contraintes de disponibilité. Il faut trouver aussi un moyen d'attirer
on ne peut pas forcément dire financièrement, mais en tout cas de trouver un moyen de sensibiliser les vétérinaires à participer à ces réseaux, et notamment à certaines réunions qui peuvent être annuelles ou 2 fois par an. Mais il faut absolument, effectivement, retrouver du lien entre les DPP et les vétérinaires urbains qui sont majoritaires actuellement. Donc ce qui est assez paradoxal, et vous me dites si je me trompe, c'est qu'il y a beaucoup de vétérinaires en ville, en milieu urbain, et paradoxalement, finalement, ils sont assez peu présents, on va dire, institutionnellement, ou en tout cas dans la sphère des acteurs publics qui font la politique locale. Oui, ils sont pour l'instant assez peu mobilisés dans les commissions, dans les groupes de travail. Ce n'est pas forcément une profession qui est reconnue comme une profession pour penser la ville, pour concevoir des aménagements, alors qu'aujourd'hui on fait des aménagements où on pense ville durable, on pense retour de la nature en ville, on pense végétalisation, on pense retour des animaux en ville, et on ne consulte pas forcément le vétérinaire. On va aller voir l'ingénieur, le paysagiste, l'architecte, et le vétérinaire n'est pas forcément consulté. Donc effectivement, il faudrait une présence plus forte, pas forcément directement dans les collectivités locales, même si c'est souhaitable, je pense, mais également dans ces espaces et dans ces lieux. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, très, très précisément? Qu'est-ce qu'on demande aux vétérinaires dans la gestion des populations que vous mentionniez? J'ai lu à droite à gauche pour préparer tout ça que parfois sur des problèmes de crise, etc., on a pu demander aux vétérinaires d'euthanasier des animaux. Alors je ne vais pas dire de supprimer des populations, mais en tout cas de supprimer des individus. La société est relativement schizophrène, hein, donc elle a des aspirations contraires. À la fois, elle veut plus de bien-être pour les animaux, mais elle ne veut pas payer du tout pour cela. Donc, un intervenant ce matin parlait des centres de soins pour la faune sauvage qui ne sont pas financés. C'est une réalité. Mais si le ministère ne le fait pas, c'est pas parce qu'il ne souhaite pas le faire, c'est parce qu'il n'a juste pas les crédits pour le faire, sachant que pour les espèces les plus en situation critique, il y a des plans nationaux d'action qui sont financés à hauteur de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, même pour les espèces qui sont très en danger, on n'est pas capable de dégager de l'argent. Donc c'est pareil dans le monde urbain, où on se renvoie la balle. Moi, je ne crois pas que le vétérinaire... Alors, il y a des exemples remarquables hein, d'abnégation, de bénévolat, tout ça, mais c'est quand même pas la solution. La solution passera, on l'a dit ce matin, c'est normal d'avoir une juste rémunération pour ce qu'on fait. Eh bien, si on veut une action qui soit efficace vis-à-vis des animaux, pour les mairies, il faut pouvoir dégager des financements pour le faire. Alors, le ministère a eu plein d'idées plus saugrenues les unes que les autres. Taxer les litières, taxer la nourriture pour les animaux. Pour tout un ensemble de raisons, ça reste de l'ordre de l'utopie, parce que c'est difficile à collecter, c'est pas acceptable par la population visée. Enfin bon, bref, Bercy en veut pas, donc ça n'a aucune chance. Mais c'est quand même, il faudra bien, si on veut que ça soit quelque chose d'efficace, arriver à mettre en place des financements pour faire les actions qu'on souhaite. Dans ce cadre-là, les vétérinaires ne seront jamais appelés à être enfin me semble-t-il, hein, les opérateurs finaux, on les appelle en secours. Sur les sangliers, l'exemple des sangliers, on a parlé de la peste porcine, on ne va pas demander aux vétérinaires de venir euthanasier tous les sangliers. C'est juste impossible. De toute façon, on n'arrivera pas à l'éradiquer, mais ce n'est pas le rôle. Son rôle, c'est un conseil en amont sur les méthodes. Comment on doit s'y prendre hein, sur le bargy, il y a eu beaucoup c'est un exemple qui devra être analysé par les sociologues plus tard pour voir, en fait, ce qui a manqué au début, c'était de la réflexion sur comment on va s'y prendre. Parce que ces méthodes-là, c'est nouveau à chaque fois. On n'a pas d'expérience, c'est des cas particuliers. Donc il faudrait prendre le temps de se poser pendant toute la progression. Gilles Pipien a dit ce matin, le renard il est arrivé lentement. La peste porcine, ça fait quand même quelques années qu'on sait qu'elle va arriver. Bon, quel niveau de préparation? Il n'a pas été important, pour ne pas dire quasi nul. Donc voilà, il faut que ça soit aux portes de la Belgique pour qu'on fasse une ligne Maginot pour essayer de stopper les sangliers. Ces temps de préparation, ces temps de réflexion sur les méthodes qui devraient associer les vétérinaires. Et dans la ville, c'est aussi une association sur les méthodes
non pas curatives, parce que là c'est trop tard, dans le curatif c'est fini, mais sur les méthodes préventives qui permettent d'éloigner et de supprimer les nuisances, parce que ce sont toujours les nuisances le moteur de l'action des collectivités. Marjolaine, il y a une autre question qui a été évoquée dans vos groupes de travail, c'est celle du SAMU social. Si vous voulez nous expliquer un petit peu pourquoi cette question est devenue essentielle. Alors, je me prononcerai avec deux casquettes, on va dire. Déjà, la casquette en tant que praticienne, effectivement, moi je suis confrontée en permanence à des gens qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs animaux, que ce soit dans l'urgence ou pas du tout, que ce soit en préventif ou pas du tout. Donc, je pense qu'il y a une vraie demande de la part du public. En tout cas, ça fait partie des thèmes. Voilà, Voilà, on en parlait justement. Et puis, la deuxième casquette que je peux porter encore un petit peu, ça fait pas très longtemps que je suis praticienne. Moi, je pratique que depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que moi-même, en tant qu'étudiante vétérinaire, j'aurais adoré en fait faire partie d'un service comme celui-là, le SAMU social, et travailler en tant que bénévole à l'époque où je le pouvais, où j'étais demandeuse d'arriver sur le marché du travail, même si c'était pas forcément rémunéré. Ce que je voulais, c'était avoir une première expérience, avoir un premier contact avec les gens. Et je pense que c'est... je pense, vous me direz s'il y a des étudiants, si vous avez envie de me contredire, mais je pense que ça pourrait répondre aussi à la demande des étudiants de mettre en place un service comme celui-là, effectivement, oui. Alors, merci. On va continuer avec vous dans la salle, parce que je crois que le ministre est pas loin d'arriver, il est peut-être même dans les locaux. Est-ce que vous voulez continuer à abonder et à enrichir ce dialogue? Oui, monsieur, allez-y. Alors, n'oubliez pas de vous lever. C'est qui? Oui. Vous gérez les micros. Jean-Michel Michaud, vétérinaire. Vous êtes enseignant. debout? Je ne vous vois pas, pardon. C'est pour moi? Pardon, excusez-moi. Jean-Michel Michaud, vétérinaire, enseignant à l'école vétérinaire et ancien conseiller de Paris en charge des animaux et ancien chargé de mission auprès du ministre de l'Agriculture sur les problèmes d'animaux dans la ville. Déjà, je voudrais dire, il y a des solutions techniques sur des problèmes. Les pigeons, les chats errants, ça se gère et ça se gère très bien. Il y a d'autres problématiques qui sont plus difficiles. Et c'est vrai que, je voudrais dire quand même déjà un mot, c'est le fait que j'étais vétérinaire quand j'étais élu m'a particulièrement aidé dans ma fonction. Et c'est clair que ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble. Il y a aujourd'hui des problèmes émergents qui sont totalement nouveaux. Un, le problème des rats, et on le voit bien à Paris, le problème des rats est important. Deux, le problème des goélands. Et c'est des problèmes sur lesquels on va avoir des difficultés dans les années à venir. Pour le problème des rats, c'est l'évolution d'une part de la réglementation des produits pesticides, raticides, qui s'est déjà compliqué et qui est en train de se compliquer encore plus, et qui fait que, madame, vous allez avoir du boulot sur les rats. Plein de travail. Moi, jamais, quand j'ai été élu, on m'a parlé d'un problème de rats. Maintenant, c'est devenu un problème essentiel. Certes, il y a aussi des modifications du mode d'alimentation, mais quand même, la réglementation des produits est un des éléments essentiels. Le deuxième problème, c'est le problème des goélands, qui prend un impact important, mais lié là aussi à des problèmes réglementaires. Vous avez parlé à juste raison qu'il fallait protéger un certain nombre d'espèces qui représentaient des risques de disparition. Mais à force d'avoir créé pour quelques espèces une protection et les avoir laissé cette protection alors que les populations ont évolué, on a un véritable problème à l'heure actuelle. Je crois que là-dedans, les vétérinaires, ils ne sont pas tous intéressés. Et il y a un certain nombre de vétérinaires qui sont intéressés. Madame Baron en est un cas, Madame Beauvais en est un autre cas. Il y a un certain nombre de vétérinaires. Mais il faut être clair, tous les vétérinaires, et je le vois bien à l'école vétérinaire, ne sont pas intéressés par cette problématique. Et vouloir les faire rentrer dans cette problématique n'est pas forcément la bonne solution. En tout état de cause, il y a pour un certain nombre de nos étudiants une véritable activité à avoir dedans. Faut-il encore qu'ils se mettent dans l'état d'esprit des collectivités locales, savoir ce que demandent les collectivités locales pour pouvoir travailler avec elles. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Ah bah, pour les applaudissements, vous êtes libre d'applaudir. Hein. Je ne suis pas le...
Jean-François Coureau, professeur honoraire de zootechnie à l'école d'Alfort. Donc, j'aurais pu intervenir tout à l'heure, mais je vais intervenir ici, en rebondissant donc, sur le trio qu'a évoqué Madame Baron, à savoir l'animal en détresse, celui qui le découvre, qu'on appelle le découvrir dans le centre de soins, et qui est donc un citoyen, et le vétérinaire qui va prendre en charge l'animal. J'ai donc co-créé, il y a une trentaine d'années, le centre d'accueil de la faune sauvage à l'école vétérinaire. Actuellement, je suis président de Faune Alfort, qui est l'association qui cofinance le centre de soins. L'école vétérinaire d'Alfort ne pouvant effectivement subvenir à tous les besoins de ce centre. Et sur les 3 décennies de mon activité, je peux vous dire que j'ai vu évoluer les rôles de ce trio que vous évoquiez, madame. À savoir que dans un premier temps, la première décennie à peu près, j'ai pu constater que l'animal était au cœur de notre préoccupation. À savoir que c'était l'époque où on disait qu'il faut sauver les individus pour sauver les espèces. Donc ça ne va pas dans le sens de monsieur Lecause, mais je suis d'accord avec lui, effectivement, c'est l'espèce qui domine aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je dirais agacé, comme dans d'autres écoles vétérinaires, par le fait qu'on disait que les vétérinaires étaient incompétents en matière de faune sauvage. Comme dans d'autres écoles vétérinaires, nous avons mis en place des formations pour qu'au moins une partie des vétérinaires soient compétents pour prendre en charge valablement la faune sauvage. Et la dernière décennie, vous l'avez compris, c'est la décennie du citoyen. Très clairement, aujourd'hui, le citoyen demande une prise en charge aussi compétente de l'animal sauvage que de l'animal de compagnie. Et donc important effectivement que les vétérinaires se positionnent dans cet état d'esprit. Donc aujourd'hui, la formation des vétérinaires en matière de faune sauvage est importante, je dirais notamment en ville. Ayant été donc responsable d'un centre de soins pendant très longtemps qui est éminemment urbain, à l'école vétérinaire d'Alfort évidemment, nous avons été confrontés aux amoureux de la faune urbaine. Ce sont les gens que ne connaît pas Madame Théraube, qui est surtout confrontée aux détracteurs. Nous, on ne voit que les amoureux de la faune sauvage. On voit notamment les amoureux des pigeons. Le pigeon est évidemment l'espèce qu'on soigne en premier lieu, et avec, je dirais, plaisir. Et puis c'est le devoir des vétérinaires que de soigner tout animal, bien entendu en détresse. Et je crois que le rôle du vétérinaire est crucial dans ce sens. C'est un acteur de la protection animale domestique, certes. C'est aussi un acteur de la valorisation de la biodiversité, de sa sauvegarde et du message à passer aux citoyens. Je peux vous dire que si un animal sauvage est pris en charge valablement par un vétérinaire, c'est une personne qui devient inconditionnelle de la sauvegarde de la faune sauvage pour toute sa vie. Voilà, merci. Merci, monsieur. Je souligne au passage l'arrivée de monsieur le ministre de l'Agriculture. Pendant que vous interveniez, bonjour monsieur le ministre, c'est vous qui interviendrez tout à l'heure. Léa Théraube, c'est pas tout à fait vrai ce qu'a dit cet intervenant. Il y avait aussi des amoureux des animaux, et justement, le sens de toutes vos actions, ça a été de pouvoir arbitrer entre ceux qui étaient, alors allez, je fais simple, pro-pigeon et anti-pigeon, en gros, hein, oui, ou chat. Exactement, on a les deux. Hein. En ville, on a forcément les deux. On a les pro-chats, les pro-pigeons, et les anti-chats, les anti-pigeons, les anti-chiens, les pro-chiens, Et c'est trouver un équilibre pour répondre à tout le monde et satisfaire tout le monde dans un territoire très dense. Donc, Merci. J'ai perdu le fil, madame. Monsieur, derrière vous. La personne qui a le micro. Oui, merci. Olivier Mastin, je suis directeur adjoint à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. J'ai été vétérinaire praticien. Je voulais revenir sur le débat, sur un aspect, sur l'aspect technique de la vision du vétérinaire que j'ai trouvée très présente, alors même qu'il me semble que la place du vétérinaire dans une collectivité, c'est sûrement pas de donner des conseils sur la gestion des moineaux, que j'adore, ou la gestion des chiens écrasés ou des chiens errants. Pour moi, elle est justement plutôt à des places en situation de responsabilité, et je voulais juste faire une photographie des places des vétérinaires au sein du ministère de l'Agriculture, et puis des places des vétérinaires au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire, pour lequel je travaille, auquel j'appartiens. Puisque si vous faites les deux photographies, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans des situations de responsabilité comparables. Et c'est ce pourquoi je crois beaucoup en la stratégie du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire, justement pour arriver à placer petit à petit, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, des vétérinaires en situation de responsabilité et
dans l'administration d'État et également dans les collectivités territoriales. Donc j'encourage vivement notre cher chef de corps Jean-Luc Angot, ainsi que tous les autres vétérinaires au sein de la communauté de travail des ISPV, pour faire en sorte qu'effectivement, petit à petit, on gagne des places. Alors, ce n'est pas dans l'esprit du lobbying, mais quand même, parce que clairement, ça y participe, pour faire passer des messages et participer concrètement à la construction des politiques publiques et de l'action publique de demain. Merci. Merci, monsieur. Une dernière intervention, madame, je m'en excuse pour les autres personnes. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Rocard et je travaille actuellement auprès de madame Pécresse, comme un petit peu à la ville de Paris, sur une commission pour le bien-être animal en Île-de-France, car madame Pécresse souhaiterait que l'Île-de-France soit une région pilote en Europe. Voilà, donc nous travaillons sur ce sujet. Ma question s'adresse à monsieur le sénateur, qui donc a la joie de travailler donc pour le bien-être animal, un peu peut-être aussi à monsieur le ministre. Je voudrais savoir pourquoi en Île-de-France, nous ne mangeons que de la viande halal et pourquoi cela n'est pas mentionné sur les étiquettes pour le consommateur. Première question. Si je peux me permettre, on y répondra probablement, mais elle sort un tout petit peu de notre cadre. Mais oui, mais c'est pour le la bien-être deuxième. animal quand même. Et deuxième question, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à accorder des usines pour animaux d'élevage ? Est-ce qu'on va accorder encore beaucoup de permissions pour ces centres un peu tout à fait contre le bien-être animal ? Merci. Bien, madame, la deuxième question s'adresse manifestement à l'autorité qui est le ministre de l'Agriculture, donc je n'y répondrai bien sûr pas. Sur la première, pourquoi est-ce que il n'y a pas d'étiquetage de la viande en fonction du mode d'abattage, c'est en effet une question. Aujourd'hui, il y a une expérience qui va être bientôt, je crois, présentée sur l'alliance entre une association et un grand distributeur pour un étiquetage de bien-être animal sur des produits animaux, justement. Donc, en l'occurrence, je crois qu'il s'agit de poulet. Je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans le débat. Et il me paraît à moi, et là ce n'est que mon avis qui n'engage que moi et pas le Sénat ni même sa majorité, il me semble qu'il serait légitime que le consommateur qui veut acheter de la viande issue d'un animal qui a été abattu selon les conditions générales de la loi et non pas en dérogation de la loi puisse le faire. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Évidemment, il faut être prudent parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle religion. Si, en vous suivant, on rendait obligatoire l'étiquetage d'animaux abattus dans ces conditions, donc sans étourdissement préalable, on pourrait être accusé de stigmatiser. En revanche, si on étiquette des produits animaux qui ont été issus donc d'animaux abattus selon les conditions générales de la loi, je pense qu'on ne stigmatise pas. Et je pense qu'en effet, cette expérience à laquelle je faisais allusion, là, d'étiquetage bien-être animal au sens large, qui n'est qu'une expérience et qui est sur une base volontaire, peut être une façon la plus apaisée possible d'entrer dans un débat qui est évidemment, vous l'avez souligné, délicat. Et pour lequel le Conseil de l'ordre vétérinaire avait émis un avis, je le rappelle. Merci, mesdames et messieurs. Merci pour vos interventions.